Bienvenue sur les antennes de Bâti Radio et Radio Territoria. Nous sommes là pour vous faire vivre cette troisième date de la tournée régionale Reno Tour qui rentre dans le cadre du forum Reno Days. Et d'ailleurs, je vous rappelle les dates, les 7 et 8 octobre prochains. Ce sera à Paris, porte de Versailles, un événement qui met en lumière les enjeux et solutions pour accélérer la rénovation énergétique du territoire. Une étude de l'INSEE publiée en janvier 2025 indique que dans les Pays de la Loire, 276 700 ménages sont en situation de vulnérabilité énergétique. Pourtant, le secteur est en pleine expansion et fait face aussi à une pénurie de main-d'œuvre. Selon les projections, la rénovation énergétique pourrait générer jusqu'à 250 000 emplois supplémentaires en France d'ici à 2030, mais encore faut-il former, pouvoir attirer aussi les talents vers ces métiers d'avenir. C'est une question centrale et qui fera d'ailleurs un choix. On en parlera effectivement au cours de cet échange, autour de cette table ronde. Comment recruter, comment former, comment accompagner à la reconversion vers ces métiers essentiels. Trois invités autour de cette table ronde. Joséphine Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la Solive Nantes. Merci d'être présente. Jérôme de Champsavin, bonjour. Bonjour à tous. Président adjoint de la FNIM et ancien président, je crois, de la FNIM Loire-Atlantique également. Oui, c'est ça. Oui. Merci à vous d'être présent. Et Guillaume Legal, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Chargé de mission territoriale Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire au 3CA BTP. Bienvenue à tous les trois et merci de répondre gentiment à mes questions. Je me tourne vers vous, Joséphine Olivier, directrice donc de la Solive à Nantes. Pour commencer peut-être en deux mots, la Solive, c'est quoi concrètement? Vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on fait? La Solive, c'est un organisme de formation qui est dédié au métier de la rénovation énergétique des bâtiments. On forme des adultes, donc essentiellement des gens en reconversion professionnelle qui ont envie d'aller vers ces métiers. Et on les forme à différents types de métiers. On va former des artisans et on va former des gens qui vont accompagner les travaux. Ok. Quel type de formation justement vous proposez? Et puis vers quelle certification peuvent-elles déboucher? Ouais, donc on a une population d'adultes. Donc c'est des gens qui n'ont pas forcément 1 an ou 2 ans à passer en formation. Donc on va déjà, premier parti pris, on fait des formations qui sont courtes, qui durent que quelques mois. On fait des formations qui sont diplômantes et c'est un parti pris qui est aussi hyper important pour nous parce qu'on veut qu'elles soient reconnues, qu'elles soient engageantes pour ceux qui les font aussi. Donc on va livrer des équivalents CAP pour les formations d'artisans sur installateur de pompes à chaleur, installateur de panneaux photovoltaïques par exemple. Et on va délivrer des équivalents Bac+2 sur des formations comme chef de projet en rénovation énergétique ou conducteur de travaux. Donc ça aussi, c'est important. Et surtout, et le plus important, c'est que c'est des formations qui sont tournées vers le monde professionnel et vers l'emploi. Donc aujourd'hui, on a 85% de taux de retour à l'emploi, ce qui est assez important et qu'on veut maintenir ce niveau évidemment très haut parce qu'on va baigner nos élèves dans le monde professionnel. Tous leurs formateurs, c'est des pros et on va les accompagner dans leur retour à l'emploi. C'est-à-dire qu'à l'issue de leur formation, 85% d'entre eux trouveront un job. Exactement, et même plus si on peut, bien sûr. Ouais. Comment est-ce que vous adaptez aussi, quelque part, vos formations aux nouvelles techno et aux réglementations qui sont en évolution permanente? Ouais, c'est un des enjeux qui est assez important parce qu'il y a toujours des nouvelles réglementations, des nouveaux matériaux, les aides qui peuvent changer. Donc déjà, c'est sensibiliser nos élèves au fait qu'ils arrivent dans un secteur qui est en évolution. Ça le rend intéressant, mais du coup, il faut mobiliser cette capacité d'être alerte et de recherche. Et en fait, nous, déjà, tout simplement, on est bien entourés parce que toutes nos formations, on les construit avec les professionnels. Donc, on va les interroger, on va essayer de comprendre quelles sont toutes les compétences qu'il faut et les compétences aujourd'hui, pas se calquer sur des référentiels de compétences qui parfois sont pas à jour de comment on fait aujourd'hui. Et puis, avoir aussi l'humilité de ne pas figer nos contenus pédagogiques dans le temps. Et donc, tous nos formateurs qui sont des pros et qui vont venir nous dire « Non, mais là, maintenant, il faut plutôt parler de ça et de ça. » On met à jour ces process-là. Ouais, exactement. Au niveau du territoire, vous êtes basé où? Donc moi, je suis directrice de Nantes, donc on est à Nantes. Aujourd'hui, la Solive, on a 5 campus. Le but, c'est de mailler le territoire parce qu'on fait des formations qui sont en présentiel, évidemment, notamment pour les formations d'artisans. Donc Nantes, c'était le 3e campus et c'est très chouette de revenir ici parce que c'est dans ces bâtiments qu'on a commencé. Maintenant, on a nos propres locaux avec un atelier, évidemment, pour la pompe à chaleur un peu plus loin, mais toujours à Nantes. Et donc, on continue de s'étendre cette année avec les ouvertures de Marseille, de Toulouse et bientôt de Lille. Et comment est-ce que vous adaptez aussi vos offres de formation en fonction des besoins locaux en termes de compétences?
Ouais, très important, aller à la rencontre des acteurs du territoire, et donc c'est toujours chouette parce que, rien que dans la salle, il y a des anciens élèves et il y a des employeurs de nos élèves. Donc c'est être, très ancré, avec ça. On a choisi aussi le territoire des Pays de l'Eure parce que c'est un territoire qui est très dynamique, sur le sujet. Donc on savait qu'on aurait du répondant, on nous attendait là, on avait déjà des formateurs prêts à bosser avec nous, des entreprises prêtes à embaucher nos élèves et des élèves qui attendaient qu'on arrive pour être formés. Donc on s'adapte à ça et ça se voit pas mal dans les profils qu'on a. On a plein de gens qui viennent d'industries du territoire, qui peuvent être des industries carbonées, par exemple, et qui ont envie d'aller vers d'autres métiers. Et donc, voilà, on voit un peu dans la catégorie des gens qu'on attire les catégories des caractéristiques du territoire où on est implanté. Si on veut suivre une formation, il y a des financements aussi qui sont possibles? Ouais, c'est un des grands enjeux, évidemment, parce que c'est un vrai investissement de se former. Oui. Donc évidemment, il faut prendre des formations où il y a un job à la clé, et c'est le cas. Et pour se financer, il y a plein de dispositifs qui existent. Déjà, il faut voir si on est salarié ou si on est demandeur d'emploi. Il y a deux clés principales. Demandeur d'emploi, c'est passer par France Travail. Si on est salarié, c'est notamment travailler avec des conseillers en évolution professionnelle. Et puis, bien sûr, nous, on a des équipes d'admission qui sont évidemment très rodées sur le sujet. Et donc, ils peuvent un peu décrypter les dispositifs de financement si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour se former chez nous. Alors tout à l'heure, en introduction, je parlais de pénurie de main-d'œuvre. Évidemment, le secteur en connaît une énorme et qui dure depuis de nombreuses années. Comment est-ce que vous faites pour attirer des apprenants, déjà d'une, des personnes en reconversion notamment, vous disiez, mais aussi pour attirer les formateurs? Oui. En fait, on attire assez facilement. Enfin, c'est quand même des métiers, c'est des métiers qui ont du sens, qui ont beaucoup de sens, parce que quand on aide des gens à rénover leur maison, souvent une maison, c'est un peu l'achat d'une vie. Donc, faire participer au fait que les gens s'y sentent bien, c'est vraiment quelque chose qui a du sens, et pour la planète et pour les gens qu'on accompagne. C'est des métiers qui sont très concrets, c'est des métiers de terrain, c'est des métiers où on réfléchit et on fait aussi beaucoup avec ses mains. C'est des métiers qui sont pas délocalisables. Donc il y a plein d'avantages là-dedans, et je pense que ça attire aussi parce que voilà, les enjeux, ils sont énormes, et donc on sait qu'on a besoin de monde là-dedans, et donc ça assure une pérennité de l'emploi aussi. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que tous ces métiers-là sont attractifs? Ils sont assez attractifs. Ouais. Il y a évidemment des enjeux pour, je pense, notamment attirer plus de femmes dans ces métiers. Et donc ça, c'est des choses qu'on essaye de porter au maximum. Et oui, et évidemment, montrer le plus de stabilité possible, ça va continuer de convaincre des gens à venir dans ce secteur-là. Guillaume Le Gall, vous êtes chargé de mission territoriale Occitanie Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire au 3CA BTP. On rappelle là aussi rapidement le rôle du 3CA BTP. Alors, le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, une vieille dame de plus de 80 ans, sous le régime de Vichy, créée pour contribuer à la formation des gens pour reconstruire la France. Donc, convention depuis les années 70 avec l'éducation nationale pour améliorer la qualité de la formation, notamment par apprentissage en bâtiment et travaux publics. Ça, c'est depuis que les BTP-CFA ont été créés. Donc, on a été le pilote pédagogique et le cofinanceur des BTP-CFA. Il y en avait partout en France. Et aujourd'hui, depuis la réforme de l'apprentissage, la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, on doit s'adresser à l'ensemble des organismes de formation et ou d'apprentissage du bâtiment et travaux publics sur l'ensemble du territoire français. Voilà. Et notre offre de service, c'est à peu près 80 millions d'euros par an redistribués aux organismes de formation. C'est l'argent des entreprises. On est une association paritaire pilotée par les organisations professionnelles et les organisations représentatives des salariés. Notre boulot, c'est d'accompagner les organismes de formation sur de l'innovation, sur la formation de leurs formateurs, sur du cofinancement de projets, sur la prospective, par exemple, sur de l'attractivité, sur des études. Ouais. Enfin, on fait beaucoup de choses. Oui, sur la prospective, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, mais comment est-ce que vous participez au développement aussi des compétences dans le secteur du bâtiment là, qui nous concerne, et notamment de la rénovation énergétique? Alors nous, on produit des solutions où on accompagne des organismes de formation qui ont des idées. On arrive à cofinancer jusqu'à 80% de leurs idées. On cofinance des projets qui vont de 15 000 € à 10 millions d'euros.
Ce sont des projets pédagogiques, des projets d'attractivité, des projets innovants. Et on essaie de leur donner des outils ou de créer des outils avec eux. Ça peut être des solutions numériques, des solutions innovantes. Ça peut être aussi des simples idées d'organisation de l'attractivité des métiers, justement. On a nous-mêmes créé des solutions comme Destination KBTP, comme Boost Apprentissage, qui permet de communiquer sur les réseaux sociaux, de donner envie à des jeunes d'aller vers les métiers du bâtiment et travaux publics, et plus précisément sur les métiers de la rénovation énergétique. Donc on a créé des vidéos où ce sont des jeunes qui travaillent déjà dans ces métiers-là et qui s'adressent à ces jeunes-là. C'est un exemple. On parle du programme RénoBoost, du 3CA BTP et ses objectifs justement pour la rénovation énergétique et notamment pour ce qui nous concerne, là, la ville de Nantes et la région Pays de la Loire. Oui, on va dire la région Pays de la Loire. Donc RénoBoost, c'est un bidule, un outil, un objet de prospective assez original avec deux phases, une phase comprendre et une phase agir. On est parti, il y a plein d'études déjà sur la rénovation énergétique qui existent, on est parti sur l'aspect RH. Et pour déterminer les besoins de recrutement et les besoins de formation jusqu'en 2035, voire jusqu'en 2050, d'abord, on a analysé le bâti. Mais le bâti existant, par région, par type de bâti, par année de construction. On est parti du début des années 1900. Et on a analysé toutes les phases de bâti sur le logement individuel, sur le logement collectif, avec une extension là, de RénoBoost sur le tertiaire qui a démarré depuis 6 mois aussi, et également sur la ville de demain. Et en fonction du bâti existant, notamment en Pays de la Loire, on a déterminé avec les entreprises qui accompagnent ce projet, quels sont les gestes de rénovation qu'il faut entreprendre pour rénover et atteindre les objectifs fixés par la réglementation à partir de ces analyses-là. Et la somme de tous ces gestes va déterminer les besoins en main-d'œuvre. On a l'existant de main-d'œuvre aussi sur la région. Et puis, on a déterminé un top 6 des métiers. Et on sait, année par année, et en fonction des travaux qui sont réalisés, ça va être un outil agile, un outil numérique qu'on va mettre à disposition de qui veut bien l'utiliser. Eh ben, on pourra aussi déterminer, je sais que j'ai tant d'ouvriers, par exemple, qui font de l'ITE. Pour 2035, avec les chantiers et le flux de chantier qui va arriver sur la tendance actuelle, j'ai besoin d'en recruter. Pour les recruter, j'ai besoin d'en former. Et ça, on va après agir. On va accompagner les organismes de formation et d'apprentissage à monter, ce que vous faites déjà vous, des solutions agiles, courtes, pour participer soit à de la formation pour de l'emploi direct ou de la reconversion professionnelle. Alors justement, sur Nantes, si on parle de typologie au niveau du bâti, et après peut-être faire un focus sur le fameux top 6 des métiers dans la région. Alors, j'ai pris mes notes parce que c'est la prospective et c'est pas mon job, mais ça va bien se passer. Donc, nombre de logements total en région Pays de la Loire. On a plus de 2 millions de logements en Pays de la Loire, dont 1 400 000 maisons individuelles et à peu près 600 000 appartements. Revenu moyen, parce que c'est une question d'argent, des ménages, 22 350 € annuels. C'est ça le revenu moyen. Donc une région qui a en tout sur ces 2 millions de logements 180 000 logements qui sont de avant 1919, 1945 85 000 logements, une grosse reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, puisque Nantes et la région a été touchée, donc 172 000 logements entre 45 et 70, et ensuite on arrive sur des logements plus récents mais qui sont restés des passoires thermiques. 71-90, 350 000 logements, 91-2005, 230 000 logements. Et depuis 2006 jusqu'à 2017, 190 000 logements. On a l'analyse détaillée du collectif, etc. On a aussi les qualifications, donc 46 000 logements de classe A, 93 000 de classe B, et puis après, on va vers ce qui est compliqué, 326 000 de classe C, 573 000 de classe D, etc. Enfin, bref, pas mal de chantiers. Et le but, c'est de déterminer ensuite les gestes professionnels pour, après avoir interrogé les entreprises, du comité technique qui pilote régionalement RénoBoost, déterminer les gestes professionnels à mettre en œuvre, le bouquet de gestes souvent, et le top 6 des métiers, j'y viens, pardon, il est là, hop. Bon, il est en fonction de l'individuel et du collectif. J'y reviens, j'ai trop de papier. Il est là. Vous l'avez? Oui, mais non, je l'ai. On y revient tout à l'heure, sinon. Le façadier bardeur pour faire de l'ITE, le chauffagiste pour tout ce qui est installation de chaudière, le plaquiste pour faire l'isolation intérieure, l'électricien pour accompagner tout ça, et puis tout ce qui est menuiserie, bois, alu, etc. Et puis un focal sur
l'accompagnement, on en a parlé sur les précédentes tables rondes, c'est l'accompagnement à la rénovation énergétique globale d'un habitat. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, former des nouveaux entrants, ça nous paraît compliqué dans ce qu'on voit. C'est plutôt prendre des personnes expérimentées dans le BTP et leur apporter la formation nécessaire pour compléter et pour qu'ils deviennent des spécialistes de l'accompagnement. Jérôme de Champsavin, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes président adjoint de la FNAIM. Comment justement la FNAIM, à travers son école interne et son école supérieure de l'immobilier, structure-t-elle la formation des syndics, des gestionnaires de biens pour intégrer tous ces enjeux qui nous concernent, la rénovation énergétique ? Alors peut-être une rapide présentation de ce qu'est la FNAIM. C'est une fédération patronale, premier syndicat français qui regroupe l'ensemble des métiers de l'immobilier, le syndic de copropriété, l'administration de biens, les transactionnaires. Elle a 80 ans l'année prochaine, donc on va peut-être pouvoir fêter et souffler les bougies ensemble. La rénovation énergétique dans l'immobilier, évidemment, ce sont des enjeux qui sont colossaux et vous le savez bien. On a un président, Loïc Quentin, qui tous les jours, depuis aujourd'hui, Loïc Quentin a été élu au 1er janvier 2023 et nous avons déjà eu 4 ministres du logement. Et j'y reviens et j'en parle parce que c'est très important pour vous, les acteurs de la rénovation. Comment aujourd'hui pouvons être en capacité de répondre aux enjeux avec une politique de logement qui n'a pas encore compris que la temporalité d'un syndic de copropriété n'est pas la temporalité de nos entreprises, n'est pas la temporalité des ressources que nous pouvons mettre en œuvre pour pouvoir engager ces travaux. Il y a 1 million de logements qui sont passoires thermiques en France. On évalue une rénovation pour une passoire thermique entre 30 et 40 000 euros. Les calculs, vous devez les avoir, mais les chiffres qu'on avait, c'était le budget, le chiffre d'affaires généré par les entreprises de la rénovation énergétique par an est de, je crois, c'est 70 milliards, je crois, de chiffre d'affaires. Et on a à peu près 200 milliards à réaliser sur l'échéance 2028. Et 2028, c'est demain, je vous rappelle, interdiction de louer 2025 pour les G, 2028 pour les F et 2034 pour les E. Et dans toute cette histoire-là, on a les syndics de copropriété qui sont les donneurs d'ordre de vos entreprises. 90% des copropriétés sont gérées par des professionnels de l'immobilier qui, eux, ont des missions avec vous, partenaires de la rénovation énergétique, de pouvoir faire basculer des décisions de copropriété dans les audits énergétiques et dans les travaux de copropriété. Donc ça, c'est parti. Mais nous, la responsabilité que nous avons, c'est évidemment de former nos syndics de copropriété. C'est former nos gestionnaires qui, tous les jours, sont confrontés avec des bailleurs qui sont inquiets en fonction de la lettre qui est sortie du DPE et gérée par l'ADEME, avec toutes les difficultés qu'on a à apprécier la qualité d'un DPE. Je vous le rappelle, le DPE, depuis qu'il est sorti, il y a eu 14 modificatifs, avec des révisions pour les petites surfaces, avec des révisions pour les petites surfaces avec des ballons d'eau chaude. Donc on a des lettres qui bougent, on regarde le numéro de l'ADEME sur le DPE et tout d'un coup on s'aperçoit que le logement que l'on gère a gagné 2 lettres. Donc il y a vraiment une éducation, un apprentissage, une formation de nos gestionnaires à comment appréhender le DPE, et puis une fois qu'il a été appréhendé, comment engager ses travaux dans le respect des copropriétaires. Et ces copropriétaires, ils sont nombreux avec des objectifs différents au regard du classement énergétique de ces mêmes logements. Dans une copropriété, vous pouvez avoir un local commercial en rez-de-chaussée, qui lui, la rénovation énergétique, c'est pas son premier sujet. Nous avons un loueur en Airbnb. Alors là, je vous rappelle que les dernières mesures Itchanese, c'est Airbnb 2034. On va imposer le DPE. Donc lui, il n'a pas d'urgence immédiate. On va avoir l'occupant en résidence principale, même s'il peut avoir une sensibilité à la rénovation énergétique de son logement, il n'est pas pressé. Et puis, nous avons le loueur en vide, qui lui peut être confronté à une interdiction de mise en location parce que son logement a un mauvais classement qui déclare son logement comme étant passoire thermique.
Mais même avec toute la bonne volonté du monde, j'entendais une formation qui est la formation de façadier. Je suis bailleur, j'ai envie d'engager ma rénovation énergétique, je ne peux pas engager des travaux de façade, je suis en copropriété, je dois avoir une décision de copropriété qui doit me permettre de faire sortir mon logement de l'indécence. Donc on s'aperçoit bien que le problème à résoudre, il est pas aussi simple que ça. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, toute l'histoire, c'est de pouvoir faire comprendre à notre ministère du Logement, et en l'occurrence Valérie Létard, que on ne peut pas attaquer l'angle de la rénovation énergétique, l'enjeu de la rénovation énergétique, sous le prisme de la sanction et de la punition. On a une attrition du parc locatif, on a besoin de réfléchir à comment organiser l'industrie de la rénovation énergétique avec tous les enjeux et les difficultés qu'on a sur les recrutements, sur la formation. Il est plus difficile de trouver aujourd'hui un couvreur qu'un médecin, et Dieu sait que notre système de santé est en difficulté. Donc, il faut avoir un peu de bon sens. Je vous rappelle qu'en Europe, les délais qui ont été calés, c'est 2034, et en France, c'était 2025 pour la lettre G. Donc, juste pour être extrêmement factuel sur le rôle d'une fédération par rapport à la politique du logement, aujourd'hui, en fait, ça va être un mot, c'est qu'aujourd'hui, il y a une audition qui va être menée avant la fin juin sur le sujet, une énième audition, c'est de faire comprendre à notre gouvernement que l'indécence d'un logement G qui est basculé du 31/12 dernier au 1er janvier 2025, qui a été déclaré indécent, nous demandons simplement à que l'indécence, elle soit déclarée au renouvellement du bail ou à l'exécution d'un nouveau bail sur le même logement, mais que le locataire en place ne soit pas dans un logement considéré comme indécent, comme c'est le cas aujourd'hui. Difficulté d'engager des travaux quand il y a un locataire en place. Difficulté de contentieux. Locataire qui est en place, qui est dans un logement qui lui plaît bien, et puis tout d'un coup, il y a le couperet de l'indécence. Enfin bref, c'est retrouver un peu de bon sens dans cette politique et cette organisation. Votre message est passé. Si on peut se recentrer sur le sujet de la table ronde qui est axé sur la formation, la reconversion, la FNIM, c'est aussi une école interne, c'est une école supérieure de l'immobilier. Comment ça fonctionne? Alors, notre école supérieure de l'immobilier, qui est à Courbevoie, a plusieurs missions. D'abord, elle a une mission de former nos jeunes, des formations initiales. Hein. On a 15 diplômes universitaires. On a 500 étudiants en alternance par an. On a une alumni de 4000 étudiants sur l'ensemble des métiers, que ce soit de la fiscalité, de l'urbanisme, du syndic de copropriété, de la transaction. Bref, 15 et des partenariats avec de nombreuses universités en France et avec les CCI. Donc ça, c'est pour le parcours initial. Profession d'avenir. On a de la reconversion également. Et puis, on a aussi l'angle de la formation continue. Je vous parlais des formations liées à l'éco-rénovation dans cette école qui forment nos professionnels. On a aujourd'hui 15 modules de formation qui va former un gestionnaire de copropriété pour les petites copropriétés de moins de 20 lots, mais qui va aussi aider nos gestionnaires à organiser des plans de subvention dans les montages des dossiers ANA, etc., etc. L'ingénierie financière que représente aussi la rénovation énergétique dans les copropriétés. Donc, pour vous donner une idée, l'ESI, elle forme 20 000 collaborateurs, 20 000 collaborateurs par an. C'est 43 000 collaborateurs pour la FNIM. On a des obligations de formation, des professions réglementées. Et donc, c'est au quotidien qu'on adapte nos formations et qu'on essaye de les caler au plus juste avec à la fois les nouvelles mesures législatives et puis une sensibilisation pour finalement pouvoir répondre positivement aux appels d'offres, vous faire travailler et puis prendre le pli de ces grands enjeux qui sont finalement très très importants. 38 000 logements en France, hein, l'existence, c'est ce que ça représente. Donc on sait bien que les enjeux évidemment sont colossaux. Et des formations qui doivent permettre donc aux professionnels de la gestion immobilière de conserver ou d'obtenir leur fameuse carte professionnelle avec une formation qui prend en compte donc les enjeux énergétiques notamment, vous venez de le dire. Oui, alors il y a également un décret formation qui a été
à qui on a demandé au Conseil constitutionnel d'appliquer une obligation de formation pour tous les nouveaux entrants dans la profession immobilière. Et nous avons décidé d'intégrer dans ces 42 heures de formation obligatoire pour une personne qui n'aurait pas d'expérience dans l'immobilier, d'intégrer un module sensibilisation à la rénovation énergétique. Au 3CA BTP, comment est-ce que vous travaillez aussi éventuellement avec les écoles, les centres de formation, les entreprises pour faire en sorte que ça corresponde aux besoins du territoire ? Alors nous, on a une mission territoriale dont je fais partie qui est au plus près des territoires. Donc du coup, on s'adresse vraiment aux entreprises du territoire. Moi, je rencontre tous les jours, enfin quand je suis sur Nantes, en tout cas la CAPEB, la Fédération du bâtiment, la Fédération des SCOP du BTP et la FRTP aussi, parce qu'elle contribue à la rénovation énergétique des villes notamment, et des îlots de fraîcheur, de chaleur, etc. Et en fonction de leur connaissance du territoire, on va aller voir les organismes de formation pour les encourager à monter des actions de formation adaptées aux besoins du territoire. On ne va pas les faire... par exemple, moi je viens du Sud. Dans le Sud, le maçon, c'est celui qui fait la couverture. Ici, le maçon ne fait pas la couverture. Donc on va adapter les contenus de formation en fonction des réalités du terrain, des typologies du bâti qu'il y a sur un territoire. Ça, c'est le plus important. Mais ça passe par, on en a parlé tout à l'heure, par l'attractivité, mieux attirer, mieux former et former plus. C'est comme ça qu'on gagnera la bataille de la rénovation énergétique. En tout cas, ça va y contribuer. Aujourd'hui, à effectif constant de salariés selon les spécialités que je décris tout à l'heure, le top 6, on a besoin de 5000 personnes de plus en Pays de la Loire d'ici 2035. 5000 de plus à former, à recruter, etc. etc. C'est énorme. Ouais, d'où l'intérêt de nouer des partenariats aussi avec entreprises et organismes de formation. Des partenariats avec les entreprises, j'imagine que la Solive aussi en noue régulièrement chaque année. Oui, complètement. Notamment parce qu'on a une partie de nos formations qui va se faire en alternance. Donc, on fait du contrat d'apprentissage, du contrat de professionnalisation. Donc là, on a besoin d'entreprises. Nous, on a plein de gens qui postulent à la Solive. On fait quand même une sélection assez drastique des profils. Et il faut le dire parce qu'on a des formations qui sont exigeantes et parce qu'on veut que les gens aient déjà bien fait ce travail d'avoir compris le secteur et d'être sûr qu'ils veulent aller là-dedans. Et sur ceux qu'on sélectionne là-dedans, après, il va falloir faire du matching avec des entreprises. Et donc, en effet, on est obligé, on va au contact de ces entreprises, on leur présente nos profils et on fait matcher ça. Et en fait, une fois que ça a marché, elles reviennent assez rapidement nous voir pour les prochains. Donc, c'est indispensable pour nous d'être au contact des entreprises parce que on veut que nos formations elles matchent aux compétences professionnelles qui sont nécessaires aujourd'hui sur le marché. Les formations, elles durent combien de temps ? On a des formations chef de projet en rénovation énergétique, conducteur de travaux qui, elles, durent 4 mois. Et nos formations d'artisans, installateurs de pompage chaleur, de panneaux photovoltaïques, techniciens de maintenance, ils font 2 mois temps plein avec nous et après, ils font 6 mois en entreprise. D'accord. Donc, au bout de 4 mois ou au bout de 6 mois, on est opérationnel. On est en effet prêt à travailler et du coup embauchable tout à fait. Et après, on continue à se former évidemment tout au long de sa carrière et ça, c'est important. Mais ce qui est super chouette avec les profils en reconversion, c'est qu'ils arrivent avec quand même déjà un bagage de compétences professionnelles qui sont transférables. Et donc, quelqu'un qui embauche un profil en reconversion, potentiellement, j'en sais rien, si il était infirmier, conseiller bancaire, c'est quelqu'un qui a le sens de l'écoute, qui a le sens du client et à qui on a apporté, nous, un bagage technique. Quelqu'un qui était directeur marketing ou chef de projet dans l'agroalimentaire, il sait tenir un planning, il sait parler à un client, il sait tenir un budget et on lui a apporté les briques techniques complémentaires. Évidemment qu'il faut continuer à former ces profils, mais c'est aussi le rôle des entreprises. Mais on a apporté la base parce que ça, elles n'ont pas le temps de repartir de zéro avec des profils. Mais c'est vachement important, ça veut dire que vous êtes ouvert à de nombreux profils et quand on voit le nombre de postes à pourvoir, c'est juste hyper important. Ouais, okay. Ouais, complètement. C'est complémentaire. Merci d'avoir assisté à cette 3e et dernière table ronde sur ce Rénotour. Merci à tous les 3 également d'avoir répondu gentiment à notre invitation. Merci de nous avoir suivis. Ce programme est disponible en replay sur les différentes plateformes et également donc sur Bâti Radio et sur Radio Territoria. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine, mercredi. On sera du côté de Rennes. En attendant, effectivement, le forum Reno Days le 7 et le 8 octobre prochain. Je vous rappelle la date. Ce sera au Parc des Expositions, porte de Versailles. Merci de votre fidélité et à très vite. Salut.